souhaitez nous parler ce matin, Laurent, de la lettre de la maman d'Elias. Elias, cet adolescent tué à Paris en janvier dernier. Qui s'est moqué de nous? C'est le titre d'une lettre bouleversante, déchirante, qui résume l'état catastrophique de toute la société. J'y ai pensé toute la journée après l'avoir lu hier matin. La maman d'Elias a publié cette lettre sur le site de nos confrères du Figaro. Elias allait avoir 15 ans. Il a été tué le 24 janvier, un vendredi soir, à la sortie de son entraînement de football à Paris, tué sauvagement pour un téléphone portable. Sa mère a pris la parole 4 mois après le drame, le jour hier, en plus de la fête des mères. Que nous dit la mère d'Elias dans sa lettre? Eh bien, elle raconte tout. Comme chaque vendredi, après son entraînement de foot, Elias marche avec ses amis pour aller chercher un Vélib. Comme chaque vendredi, Elias doit me téléphoner. Comme chaque vendredi, nous allons discuter de sa journée, décider si Elias dîne avec nous à la maison. Le vendredi 24 janvier 2025, un peu avant 20h, ce n'est pas Elias qui m'a appelé, mais son meilleur ami pour me dire qu'Elias était à terre et qu'il avait été poignardé avec une machette. Je suis arrivé en courant en moins de 10 minutes. Tout le monde était là, les pompiers, les membres du SAMU, les policiers. J'ai pu m'allonger contre mon enfant, l'embrasser, lui parler, le rassurer, lui dire que son papa arrivait. Elias respirait difficilement. La mère d'Elias qui, dans son écrit, interpelle également l'ensemble de la société, Laurent. Oui, avec ces questions que je vous lis. Mais qui s'est moqué d'Elias? Ces deux adolescents de 16 et 17 ans qui, en toute impunité depuis 2021, réitèrent des vols avec violence, leurs parents et l'instabilité des cellules familiales. Cette mère qui n'a pas jugé bon de sécuriser les abords du stade qu'elle savait mal fréquenter. Je rappelle d'ailleurs ce que disait Karine Petit, la maire écologiste du 14e arrondissement de Paris sur BFM. On a eu des signaux d'alerte, par exemple, il y a un peu plus d'un an, que un petit groupe de jeunes agressait, en tout cas violentait ou menaçait, par exemple, ceux qui venaient au stade. La maman poursuit sa lettre. Qui s'est moqué d'Elias? Les médias qui n'ont pas eu l'honnêteté d'écrire les mots machette et hachette, préférant minimiser l'acte en parlant de couteau, en écrivant qu'Elias a refusé de donner son portable. Je rappelle que l'AFP n'avait pas relayé ces mots machette et hachette. Nous avons eu d'ailleurs les avocats des parents d'Elias dans notre émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 en février dernier. Quand on vous parle de couteau alors qu'il s'agit de machette, la maladresse coupable, elle impacte direct la souffrance de la famille qu'on assiste. La lettre ne s'arrête pas là. Qui s'est moqué d'Elias? Les juges des enfants qui ordonnent à 2 reprises une interdiction d'entrer en contact des 2 délinquants sans vérifier leurs adresses et sans s'apercevoir qu'ils habitent dans la même résidence. Les différents ministres qui n'ont pas pris la mesure depuis des années de la dérive d'une partie de la jeunesse, de son ensauvagement, de la banalisation de la violence chez les adolescents. Depuis 4 mois, j'attends des réponses et je ne vois rien venir. Cette lettre est terrible et on en a marre d'entendre ces phrases. Si leur fils est mort, c'est que l'État, la France, n'a pas su le protéger. La France est malade. Une faillite collective. En attendant, voilà la réalité. Une famille pour qui la vie s'est arrêtée. Je vous lis les derniers mots de la lettre. Oui. Je m'occupe de la sépulture de mon fils et de notre famille. Je veille sur mon fils. Je tente de survivre à l'absence de mon fils Elias, à ses coucou maman, à ses bisous maman, à cette carte et à ce petit cadeau que je n'aurai pas pour la fête des mères. Je patiente et je saurai qui s'est moqué de nous. Stéphanie, mère d'Elias. Tout est dit dans cette lettre bouleversante. Bon, alors là, je suis embêté. Là, je suis embêté parce qu'on va parler d'Yannick Agnel, donc champion de natation, médaillé olympique. Bon, apparemment, il n'est pas monté que sur les podiums. Hein. Le Figaro, exactement du 17 mai 2025, nous dit cet article. Elle avait 13 ans, il en avait 23. Pourquoi la justice a ordonné un procès pour viol sur mineur contre Yannick Agnel? Ouais, parce qu'il y a un peu plus de 10 ans, il a eu une relation avec une fille mineure et ça se fait pas, évidemment. Donc il est poursuivi et le procureur de la République de Mulhouse a déclaré les faits sont constitutifs de viol et d'agression sexuelle en raison de la différence d'âge. Bah ouais. Et on fait pas n'importe quoi, je veux dire, avec des mineurs comme ça, à partir de 13, 14 ans, tu peux pas commencer à avoir des relations sexuelles, qui est consentement ou pas, je veux dire, non, ça se fait. Alors c'est vrai que j'ai vu d'autres articles sur la question, par exemple, Pure People, le 16 novembre 2023, qui titrait ceci. Si jeune, c'était rédhibitoire. Brigitte Macron et sa rencontre avec Emmanuel Macron, un bazar dans sa tête. Le mot bazar est mal choisi. Le mot bazar est mal choisi, mais pas de poursuite. Pas de poursuite. Parce qu'elle fait pas de natation. Non, mais après voilà, j'ai pas les tenants et les aboutissants de la justice. Nul n'est censé ignorer comment on vous la met à l'envers. Donc je sais pas, parce que c'est vrai que les affaires se ressemblent. 13-23 d'un côté, 14 ans pour Emmanuel Macron, 39 pour Brigitte quand ils se rencontrent, mais c'est bon. Là, c'est bon. Après, je sais pas, moi.
La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Apparemment, nous sommes en train de vivre une période politique particulière. Oui, parce que doucement mais sûrement, Dimitri, la presse semble tourner la page du macronisme. Enfin d'ailleurs, ce n'est pas la presse, mais la Macronie elle-même qui est en train de faire ses adieux à son président. Alors tout a commencé sur Europe 1, d'ailleurs, mardi dernier, avec cette déclaration de la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. La question, c'est pas être opposant au macronisme. Le macronisme, probablement, trouvera une fin dans les mois qui viennent, avec la fin du quinquennat. La question est de savoir comment on rebâtit la suite. Voilà, une déclaration qui a provoqué la fureur du président de la République, raconte Cécile Cornudet des Échos. Emmanuel Macron vit mal le moment, écrit-elle, en témoigne sa réaction épidermique. Mercredi, à la moindre prise de distance de ses ministres, atteindre son bilan, c'est l'atteindre lui. Prédire la fin prochaine du macronisme, c'est signer sa mort politique à lui. Impossible, il regarde tout, il s'irrite de tout. En fait, explique-t-elle encore, nous sommes en train de vivre le moment où tous ses anciens alliés ou inféodés sont en train de le lâcher. Sur le site du Figaro, Gérard Larcher constate un rien goguenard, ce délitement général. Je ne comprends pas pourquoi cette polémique a lieu, ou plutôt, je le comprends trop, déclare le président du Sénat. Cela fait longtemps que j'estime qu'après Emmanuel Macron, il n'y aura plus de macronisme, et d'ajouter, il n'y a que le gaullisme qui a traversé les générations. Et le problème, c'est que dans cette période crépusculaire, le président de la République ne peut pas vraiment compter sur son Premier ministre. Ouais, entre les deux hommes, le fossé se creuse, titre l'Opinion. L'Opinion qui publie en première page un papier au scalpel d'autant plus méchant qu'il est clinique et bien documenté. Contrairement aux apparences, écrit Corinne Laïc, Macron et Bayrou ne sont pas alignés. Le président est un gros bosseur, le Premier ministre ne travaille pas assez, entend-on. Et les impasses de François Bayrou ne passent pas inaperçues. Dans les réunions à l'Élysée, son propos est toujours bref, comme s'il n'avait pas grand-chose à dire. Pour la 8e édition de Choose France, il rencontre des patrons qui le laissent effaré par son manque de connaissance de leurs activités. Le Premier ministre poursuit-il à transformer la fourmilière qu'est Matignon en palais que l'on déserte. Depuis son arrivée, 6 conseillers sont partis. Ils ne lisaient jamais leurs notes. La journaliste de l'Opinion décrit encore un François Bayrou replié sur sa garde rapprochée. Tous les soirs ou presque, il dîne entouré de ses proches. Il pratique l'art de vivre à la française, ajoute-t-elle un rien fielleuse, appréciant l'excellence de la cuisine de Matignon et la richesse de sa cave. Autour de bons vins dont le maire de Pau est fin connaisseur, on refait le monde et parfois le budget. L'agenda du Premier ministre est moins fourni que sa table, écrit-elle encore. Des participants aux réunions de Matignon ont pu jeter un œil sur son programme. Les feuillets sont souvent vides. Et pourtant, ça marche. Jusqu'à quand des proches d'Emmanuel Macron prêtent au président leur propre envie, se débarrasser de François Bayrou. En attendant, le Premier ministre doit faire face à la fronde des maires des petites communes. Oui, ils manifesteront aujourd'hui avec leur écharpe tricolore devant le ministère de l'Aménagement du Territoire, nous annonce le Figaro. Alix Vermande est allée en Creuse à la rencontre de ces élus très très en colère. Le statut de l'élu, il commence par le respect de l'élu, éructe l'un d'eux. On a le sentiment d'être bafoué, d'être des larbins de la République, alors que nous sommes ses piliers. Ce qui a provoqué leur courroux, c'est la réforme du mode de scrutin et l'obligation notamment qui est faite à ces petites communes de présenter des listes comprenant autant d'hommes que de femmes. L'engagement n'a pas de sexe, rétorque l'un d'eux. Dans nos communes, ce sont vraiment des élus de proximité qui font beaucoup de choses et qui sont à portée de claque. Les élus des grandes villes ne connaissent pas tout cela parce qu'ils ont des staffs. La ruralité les emmerde parce qu'elle ne vote pas comme nos bobos parisiens voudraient, explique un autre élu. On a essayé de me faire partir sur le chemin du patriarcat dans les conseils municipaux, mais c'est un discours que je ne vais même pas entendre. C'est débile, on ne s'occupe pas de ça. Ambiance donc. Sinon, Olivier, l'actualité dans les 2 semaines qui vont venir, ça va être cela. Évidemment, la chose n'a pas échappé aux gazettes. Le début de Roland Garros, Europe 1 est radio officielle. Et nous meilleur serons, moment de l'année. En direct Roland du Garros. cours central lundi matin, juste avant que les premières balles ne soient échangées. Mais il n'y a pas que les amateurs de tennis qui sont mobilisés par l'événement, parce que Roland Garros, c'est aussi cela. Et oui, la grande Nouba, un rendez-vous gastronomique pour les Happy Few qui vont lézarder dans les loges et surtout se goberger dans les 50 lieux de réception
que compte désormais le stade de la Porte d'Auteuil. C'est dans Les Échos que Martine Robert nous raconte le business de Roland-Garros. Ce sont 1500 entreprises qui s'y pressent et qui vont y inviter leurs clients et autres prospects. Les packages alliant billets et restauration représentent désormais 20% du chiffre d'affaires du tournoi. La cuisine y est raffinée, même si la facture est peut-être un peu salée, de 300 à 3655 € par convive. Ouais. À ce prix-là, les plats sont dignes d'un restaurant étoilé. Au total, plus de 300 recettes sont concoctées par les chefs cuisiniers. Le traiteur, Potel et Chabot, sert, tenez-vous bien, entre 6 et 7 000 couverts par jour. Alors les joueurs, me direz-vous, eh bien, ils ont droit à une petite part du gâteau. Ils ne captent certes que 15% des 350 millions d'euros que génère le tournoi, signale David Baroum, mais cela fait quand même un beau pactole. En 1983, Yannick Noah, dernier vainqueur français, avait gagné l'équivalent de 63 000 € en euros constants. C'est moins aujourd'hui qu'un joueur qui sera éliminé au premier tour. Le champion empochera un chèque de 2,5 millions. De quoi, mais après le tournoi, s'offrir un repas dans un grand restaurant. Merci beaucoup Olivier Delagarde. Bonjour à tous. Les installations électriques désormais sous surveillance renforcée après les attaques terroristes du week-end. C'est la qualification donnée par Christian Estrosi et Eric Ciotti. Des pieds de pylônes sciés, un transformateur incendie ont privé de courant 160 000 foyers à Cannes, 45 000 à Nice. La justice examine la revendication de 2 groupes anarchistes. Ce n'est pas la première fois que l'ultra-gauche s'en prend au réseau électrique, Caroline Baudry. Le 7 mai dernier, un transformateur électrique de Saint-Chamond, près de Saint-Étienne, est incendié. 3000 foyers sont alors privés d'électricité. Les dégâts sont estimés à 5 millions d'euros. Un individu revendique l'acte sur un site internet proche de la gauche la plus extrême. Il dit avoir voulu viser une entreprise d'armement, KNDS, qui confirme avoir subi une panne de courant. L'été dernier, c'est plus de 800 000 voyageurs qui subissent d'importants retards sur le réseau TGV. Des câbles y sont sectionnés et incendiés quelques heures avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. L'événement est qualifié, je cite, de champ d'expérimentation pour la gestion policière des foules. Peut-on lire dans un message de revendication. La piste de l'ultra-gauche est alors évoquée. L'enquête est toujours en cours. Les autorités azuréennes vont devoir rassurer sur leur capacité à protéger le réseau électrique. Dans 15 jours, Nice accueillera la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan où 50 chefs d'État sont attendus. L'autre grand titre de l'actualité ce matin, Thomas Schnell, c'est le procès en appel de l'attentat de Magnanville. Il y a 9 ans, un djihadiste avait assassiné 2 policiers à leur domicile en présence de leur fils de 3 ans. L'assaillant avait été abattu par la police. C'est son complice présumé qui est rejugé à Paris, Mohamed Lamine Aberouz, l'ami d'enfance du terroriste dont l'ADN avait été retrouvé sur l'ordinateur des victimes. Condamné en première instance à la réclusion criminel à perpétuité, assorti de 22 ans de sûreté. Jean-Baptiste Marty, les parties civiles s'apprêtent à faire de nouveau face au traumatisme. C'est avec appréhension mais détermination que les parties civiles abordent ce nouveau procès. Pour elles, un seul enjeu, écoutez Thibaut de Montbrial, avocat de la famille de la policière assassinée. Ce que la famille de Jessica Schneider attend de la cour d'assises, c'est la confirmation pure et simple de la condamnation qui était survenue lors du premier procès. Pour cela, l'avocat des parties civiles entend de nouveau prouver que Mohamed Lamine Aberouz est bien complice et qu'il était avec le terroriste au moment des faits. L'ADN est situé à un endroit sur un tapis de souris qui est totalement cohérent avec l'hypothèse de quelqu'un qui tape sur le clavier avec des gants, avec des manches longues, mais avec un espace entre les gants et les manches longues. De son côté, l'accusation entend prouver qu'il s'agit d'un ADN de transfert. Son avocat, maître Vincent Brengart, entend présenter à la cour de nouveaux arguments avec un examen encore plus attentif des données scientifiques confrontées à la parole d'experts qui reconnaissent que ça ne peut absolument pas confirmer de façon catégorique la présence de Mohamed Aberouz au domicile des victimes le jour de l'attentat. Il espère ainsi obtenir l'acquittement de son client. S'il est de nouveau reconnu coupable, Mohamed Lamine Aberouz encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le procès en appel doit durer jusqu'au 20 juin prochain. À Châteauroux, c'est le procès du meurtrier de Matisse qui s'ouvre à huis clos devant le tribunal des enfants. Cet adolescent de 15 ans tué de coups de couteau il y a 1 an à Châteauroux. Le principal suspect dans cette affaire, âgé de 16 ans, est incarcéré depuis. Il a reconnu les faits. Sa personnalité instable et violente, mais aussi ses troubles psychotiques seront au cœur des débats.
S'il faut tout bloquer, on bloquera tout. Le retour des agriculteurs et des taxis dans les rues de Paris. Les agriculteurs vont manifester devant l'Assemblée nationale où doit commencer aujourd'hui l'examen de la nouvelle proposition de loi agricole. Le texte doit lever les contraintes sur le métier, mais il a été profondément remanié en commission par les écologistes, d'où la colère des principaux syndicats qui appellent à revenir au projet initial. Prudence ce matin en région parisienne. La RN 118 est en train d'être bloquée, pourrait être bloquée dans les prochaines minutes à Saclay. Ralentissement à prévoir sur la N12 au niveau de la sortie de Houdan et sur la N14 côté Vigny. Une autre également opération escargot sur la N20 à Morigny. Ça va être compliqué en région parisienne ce lundi. Autre mobilisation d'ailleurs, celle des taxis se poursuit. Oui, malgré la réouverture des négociations avec le gouvernement. Demain, des blocages sont prévus aujourd'hui en direction des aéroports parisiens. Pourtant, le Premier ministre a donné des gages aux chauffeurs en colère. Barthélémy Philippe. Oui, François Bayrou a réussi à apaiser la colère des taxis, mais pas suffisamment pour que les représentants de la profession décident d'arrêter la mobilisation commencée il y a une semaine. Tard dans la nuit de samedi à dimanche, l'intersyndicale a voté la poursuite du mouvement, comme l'explique Bilal Bouamar, représentant syndical de la Fédération des taxis indépendants. Les taxis sont très méfiants sur des promesses. Ils souhaitent continuer le mouvement. Le mouvement se poursuit. La prochaine étape seront les réunions de mardi et peut-être à suivre. Les taxis attendent de voir quelles vont être ces réunions de travail, quel va être le contenu, est-ce qu'on avance concrètement sur une solution ou est-ce qu'on reste sur des choses vagues ou des promesses. Décrit comme très à l'écoute par les syndicats, François Bayrou a néanmoins fixé 2 préalables à la négociation. D'abord, la nouvelle convention, possiblement revue et corrigée, entrera bien en vigueur le 1er octobre et l'objectif de réduire le coût de la prise en charge des transports sanitaires par l'assurance maladie est maintenu. En 2024, ces dépenses ont flirté avec les 7 milliards d'euros en augmentation de 45% par rapport à 2019. Des blocages à prévoir aussi à Marseille autour de l'aéroport Marignane et du Prado. En direct depuis le cours Philippe Chatrier, Thomas. Et hier, le public de la Porte d'Auteuil a vibré une dernière fois pour Raphaël Nadal, le tennisman honoré sur la terre battue qu'il a sacré à 14 reprises. Cérémonie pleine d'émotions en présence de ses 3 plus grands rivaux. Antoine Bienvaux, le nom de la légende, a retenti une dernière fois dans le cours. Raphaël Nadal! Un hommage à la hauteur de sa légende sur la terre battue du cours Philippe Chatrier, théâtre de ses plus grands exploits. Raphaël Nadal peine à retenir ses larmes. Autour de lui, plus de 2000 spectateurs l'acclament, tous vêtus d'un t-shirt couleur ocre sur lequel est inscrit « Merci Rafa ». Un hommage unanime pour le roi de Roland-Garros qui tient à remercier le public en français. Merci la France. Vous m'avez offert des émotions que je n'aurais jamais pu imaginer. Très ému durant toute la cérémonie, Nadal est ensuite rejoint par ses meilleurs ennemis Novak Djokovic, Roger Federer et Andy Murray. Une plaque avec l'empreinte de son pied est apposée sur le court comme un symbole de son écrasante domination. Dans les tribunes, sur beaucoup de visages, les larmes coulent, comme chez ses supporters. L'émotion de le voir comme ça, ému aux larmes. C'était la figure de Roland Garros et on peut rien dire de plus, quoi, hormis de pleurer d'émotion. Un dernier au revoir poignant pour Rafa, plus que jamais maître en son royaume de terre battue. Roland Garros, c'est à vivre sur Europe 1 en direct ce matin de la Porte d'Auteuil. Place au jeu aujourd'hui. Hier, c'est passé pour Giovanni Ntesi, Péricard et Quentin Alice. Ce lundi, place à 12 tricolores, dont Caroline Garcia et Richard Gasquet pour leur dernier Roland Garros. On suivra aussi l'entrée d'Arthur Fils, numéro 1 français, face au Chilien Nicolas Jarry. Et Arthur Rinderknecht, lui, aura fort à faire face au numéro 1 mondial Yannick Sinner.